Musées, les étrangers doivent-ils payer plus? En France, c'est déjà une réalité au Louvre, à Versailles et à Chambord pour les ressortissants qui viennent de pays extérieurs à l'Union européenne. Qu'en est-il ailleurs dans le monde? Avec nous pour en parler, Patrick Poncet, bonsoir. Soyez le bienvenu sur TV5 Monde. Vous êtes géographe, membre du groupe de chercheurs du Lac, auteur du livre Pour une science du social, CNRS Éditions. En direct avec nous, Jean-Michel Taubellem, bonsoir, merci d'être avec nous. Professeur associé à l'université Paris 1 Panthéon-Sorbonne, auteur de l'ouvrage Politique et gestion de la culture, édition Armand Collin. Et avec nous également sur ce plateau, Pascal Achard du service culture de TV5 Monde. Bonsoir Pascal, pour qu'on comprenne bien de quoi on parle. Commençons par un état des lieux en France. Qu'en est-il ? Alors, visiter la France et notamment certains lieux incontournables va devenir beaucoup plus coûteux, en tout cas pour les touristes européens. 5 monuments emblématiques leur appliquent des tarifs différenciés dès demain, le 14 janvier, pour découvrir le musée le plus visité au monde, le Louvre. Ces touristes, donc non européens, devront payer 32 € au lieu de 22, c'est 45% d'augmentation. Alors, sont aussi de la partie le château de Versailles, 35 €, c'est 3 € de plus que les visiteurs européens. Je dois le préciser, c'est en haute saison d'avril à octobre. L'Opéra de Paris, la Sainte-Chapelle et le château de Chambord. Et pourquoi, Pascal, ces tarifs différenciés, comme on les appelle désormais, quelles sont les raisons? Alors, c'est une véritable rupture dans la politique tarifaire qui a été annoncée l'an passé par la ministre de la Culture, Rachida Dati. L'objectif, c'est que les touristes non européens mettent la main au portefeuille pour regarnir les caisses, façon de pallier aux coupes budgétaires drastiques qui ont été imposées notamment dans le secteur de la culture. Il s'agit aussi de financer des chantiers monumentaux. On pense à ceux du Louvre, notamment plus que nécessaires face à l'obsolescence et la dégradation des infrastructures techniques du bâtiment. On en a eu un exemple flagrant avec le vol récent des bijoux de la Couronne, c'était en octobre dernier. Alors, au ministère de la Culture, on fait le pari que Paris a ses passages obligés et que les touristes non européens ne rechigneront pas à payer une note plus salée pour faire un selfie devant la Joconde ou pour aller remonter le temps à Versailles, par exemple. Pense Pascal, les principaux intéressés? Notre journaliste Guillaume Gouet est allé les interroger ce matin au château de Versailles. On regarde. Les non-européens devraient avoir les mêmes droits que les Européens pour découvrir l'histoire. Les gens qui décident de venir ici, dépenser 3 € de plus, ce n'est pas une grosse somme d'argent pour pouvoir profiter de ce lieu qui est une pièce majeure de l'art en France. Pour moi, c'est OK. Je pense que c'est un cadeau pour les nationaux. Ils vivent ici, ils travaillent ici, et ils ont le droit à un avantage. Après, sur le principe, non, je suis pas pour. Mais bon, d'un autre côté, ça coûte tellement cher à la France, ce truc-là, que je suis même pas sûr qu'on arrive à équilibrer les comptes. Donc à un moment, qu'on fasse payer un peu plus les étrangers, je pense qu'ils ne gênent pas quand on va à l'étranger. Merci Pascal pour ce point complet. On verra tout à l'heure ce qu'il en est ailleurs dans le monde. Alors, chers invités, disons-le d'emblée, vous êtes tous les deux contre cette hausse tarifaire. Et je précise ce soir qu'il est difficile, pour ne pas dire très difficile, de trouver des personnalités qui défendent cette mesure et qui sont prêts à venir la défendre sur un plateau de télévision. Patrick Poncet, pourquoi êtes-vous contre ? Je suis contre parce que c'est une rupture fondamentale avec le principe habituel et qui a fondé toutes ces grandes institutions, qui est de donner accès à la culture universelle au plus grand nombre et à l'humanité entière, tout simplement. Et donc le principe, c'était que, quelle que soit votre origine, c'est aussi votre patrimoine. Nous avons la chance, nous, d'en être dépositaires et non pas propriétaires. Nous devons justement d'équilibrer les comptes et de trouver les financements pour donner accès, sachant que, ce que disait un des personnes interviewées, il ne faut pas oublier qu'il n'y a pas de problème d'équilibre de compte parce qu'il y a des retombées énormes. Non seulement on touche de l'argent par la billetterie, on gagne un peu plus là, mais l'essentiel surtout, c'est les nuitées d'hôtel, c'est les restaurants, c'est tous ces touristes qui viennent en masse voir ces joyaux de la couronne mondiale d'une certaine manière, qui sont pas juste les nôtres. Et nous avons la chance d'en profiter. Nous avons un capital, nous l'entretenons, c'est un investissement. Mais vous dites que sur une question purement économique, vous dites qu'on fait comme s'il n'y avait que le prix du billet, alors qu'en fait, autour, effectivement, ceux qu'on vient d'entendre, ils vont consommer autour, ils vont aller au restaurant, à l'hôtel, c'est ce que vous nous dites. Bien sûr, et c'est pas que le Louvre, et c'est pas que Versailles, c'est la destination France d'une manière générale. Et Jean-Michel Taubellem, qui est un spécialiste de la question, pourra vous confirmer ça avec des chiffres. Eh bien justement, Jean-Michel Taubellem, si vous avez des chiffres, n'hésitez pas. Mais d'abord, peut-être sur le principe, comment qualifiez-vous ces tarifs différenciés à vos yeux? Ils sont quoi? Ils sont injustes?
c'est pas une question de justice, c'est que la France prend le risque de créer un précédent. Au moment où nous parlons, les seuls pays qui pratiquent une tarification différenciée, comme vous le dites, ce sont les pays qu'on va qualifier de façon non péjorative de pays en développement. La France est l'une des 10 premières puissances économiques dans le monde et donc elle prend le risque d'introduire cette nouvelle approche que ne pratique aucun des pays comparables dans le monde développé. Alors, pour en revenir à la question de l'économie, en effet, il faut prendre conscience que, étant un pays extrêmement attractif sur le plan touristique, avec une estimation de 100 millions de visiteurs étrangers, les revenus que cela procure pour la France sont énormes. C'est de l'ordre de 70 milliards d'euros. Donc, dans ces conditions, on se rend compte qu'il y a un risque, en effet, pour la réputation de la France, pour son histoire, pour son identité, pour son image, pour un gain financier qui est tout à fait décalé par rapport aux besoins, puisque votre journaliste parlait du projet Renaissance, c'est un projet à 1 milliard d'euros. Ouais. Donc on se rend bien compte que les sommes en jeu ne sont pas du tout à la hauteur, par exemple, de ce projet qui n'est que l'un parmi d'autres. Mais attendez, c'est quoi le risque concrètement? Je me tourne vers vous, Patrick Poncet, parce qu'au fond, je crois que c'est le responsable du Louvre qui dit de toute façon, quand on vient de Pékin, de Doha ou de Mexico ou de Washington, on ne va pas rechigner, Pascal le disait tout à l'heure, pour 5, 10, 12 euros de plus. Oui, c'est le fameux problème de l'élasticité. C'est sûr que quand vous avez un tel patrimoine, tout le monde va payer, ça va marcher à tous les coups. Parce que ce que ça va faire éventuellement, c'est que les touristes ayant un budget donné pour un voyage à Paris, au lieu d'aller voir d'autres musées secondaires, mais qui ont aussi des très belles œuvres, ils vont se concentrer sur le Louvre parce que leur budget n'est pas extensible. Or, quand même, ce qui est intéressant dans des lieux comme ça, qui sont des lieux publics et des lieux publics mondiaux, qui renferment des biens publics mondiaux, c'est que quand vous allez voir la Joconde, parce que tout le monde veut voir la Joconde, vous passez devant d'autres tableaux que vous ne connaissez pas. C'est ce hasard, c'est un lieu public. Vous rencontrez le monde, là aussi, vous rencontrez la culture mondiale. Donc si on commence à vous réduire tout ça, évidemment, au bout d'un moment, vous allez faire avion, Joconde, avion, et puis au revoir. Ouais. Mais alors, tous les deux, vous êtes plutôt pour la démocratisation en France, évidemment, des lieux culturels, et vous le dites de manière universelle. Au fond, cet argent, s'il est bien fléché, il pourrait servir à lutter contre le surtourisme, il pourrait servir à aider ces établissements. Vous savez qu'il y a un manque cruel d'argent. Disons-le, le Louvre a quand même été un peu la risée du monde avec ce cambriolage tôt un dimanche matin. Vous n'êtes pas d'accord à ce sujet? Il ne peut pas être utilisé à bon escient, cet argent, Jean-Michel Tobelem? Non, je crois que le constat, malheureusement, je ne le partage pas. Le Louvre est dans une situation avantageuse sur le plan financier. L'audition qui a eu lieu à l'Assemblée nationale de la part des anciens ministres de la Culture a montré que la trésorerie du Louvre est très abondante. Je rappelle qu'il a un fonds de dotation qui est doté de près de 400 millions d'euros et qu'il dispose de ressources abondantes, y compris, contrairement à ce qui est dit, y compris de la part de l'État, qui verse environ 100 millions d'euros, et cette somme n'a pas baissé, en tous les cas, n'a pas baissé de façon significative. Donc en fait, c'est l'inverse qui se produit, c'est que on tente d'accueillir toujours plus de visiteurs, pourquoi pas, sachant que de toute façon, quoi qu'on fasse, les touristes étrangers seront plus nombreux dans notre pays, seront plus nombreux à Paris, ils seront plus nombreux au Louvre. Or, accueillir davantage de visiteurs, il faut en avoir conscience, ça coûte plus d'argent. Donc il ne faut pas se tromper sur le diagnostic. Alors il y a la question du coût, situation... Non, juste parce que c'est très important qu'on y vienne. Tout à l'heure, vous avez parlé d'origine, vous n'avez pas parlé de pays extra-européens, vous avez bien dit le mot origine. Vous avez pris la plume tous les deux dans la presse française pour dire quoi? Pour dire que le choix des tarifs différenciés dans les lieux culturels est symptomatique d'un retour au nationalisme décomplexé. Ça veut dire que pour vous, il y a une dimension politique derrière. Il y a quoi? Il y a un côté patriotique nationaliste qui se cache?
C'est dire que vous êtes moins chez vous que chez nous, donc vous allez devoir payer... Oui, c'est nous et eux, ça revient à cette histoire. C'est un peu fait comme chez toi, mais n'oublie pas que tu es chez moi, c'est ça? Oui, et puis il y a une idée d'être propriétaire de quelque chose. Mais moi, je disais tout à l'heure qu'on est dépositaire. En fait, je vais prendre un parallèle qui va peut-être mieux faire comprendre à nos téléspectateurs ce dont il s'agit. Tout le monde a entendu parler de la conscience écologique, surtout dans les jeunes générations. La conscience écologique, c'est la condition pour que nous tous, humains, nous prenions conscience du fait que le problème du réchauffement climatique, si nous l'avons tous causé ensemble, ou peut-être certains plus que d'autres, nous ne le résoudrons que ensemble, en considérant que nous sommes une humanité unie, et c'est notre problème à tous. C'est-à-dire qu'on ne doit pas chacun résoudre notre problème dans notre coin. On pourrait prendre l'exemple aussi de la pandémie, la pandémie du Covid-19. S'il y en a un qui agit et les autres n'agissent pas... Il n'y a pas de frontière. Ouais. Voilà. Bon. Donc il y a toute une série de problèmes qui se posent à l'humanité, qui sont des problèmes d'ordre mondial. Okay, et ces problèmes d'ordre mondial ne peuvent se résoudre qu'à l'échelle mondiale, et ça suppose d'avoir cette conscience de l'existence d'une humanité. Alors, pour l'écologie, bon, c'est spatial, c'est géographique, on comprend à peu près de quoi il s'agit, c'est le climat, tout le monde a chaud, froid, etc. Mais le fait de construire une culture mondiale, ça contribue à cette idée-là, à faire émerger cette idée d'humanité commune, et puis de ce que les géographes appellent la société monde. Et la société monde, elle n'a pas d'ennemis. Elle n'a que des problèmes. Donc il faut les résoudre, il faut avoir cette conscience-là qui émerge. Et le Louvre et tous ces dispositifs-là, tous ces lieux touristiques, le tourisme aussi, cette espèce de croisement, de brassage, ça sert à faire ça. Jean-Michel Tobelem, un mot, si vous le voulez bien, sur le nationalisme décomplexé. Malheureusement, on est obligé de tracer un parallèle avec la décision du président Trump d'augmenter très fortement le billet d'entrée pour les visiteurs étrangers dans les parcs nationaux américains. En réalité, voilà le seul parallèle que nous pouvons établir avec nos voisins, ou en tous les cas nos homologues dans les pays développés. Alors, il faut prendre conscience, je parlais de risque tout à l'heure, que ça alimente une sorte de fuite en avant, d'inflation constante des prix d'entrée. Pour ce qui est des visiteurs étrangers non ressortissants de l'Union européenne, l'augmentation récente, enfin l'augmentation actuelle, s'ajoute à une augmentation précédente qui a fait passer le billet pour tout le monde de 15 à 22 euros. Donc au total, pour passer de 15 à la situation actuelle, ça représente une augmentation de 113%. Donc comment voulez-vous que nos amis étrangers ne se sentent pas stigmatisés dans ces conditions? Alors justement, qu'en est-il ailleurs? On va voir si la France est une exception. Vous l'avez esquissé tout à l'heure, pas forcément. Qu'en est-il, Pascal? Non, la politique, enfin les billets plus chers pour les étrangers, plus précisément pour les non-locaux, c'est pas une politique exclusive à la France, loin de là. Hein. Dans le monde, quelques-uns des sites les plus touristiques, les plus fréquentés, pratiquent cette politique depuis des années. Alors, vous avez cité le cas des pays les moins riches qui considèrent que la majorité des touristes disposent d'un pouvoir d'achat beaucoup plus conséquent que les locaux. Moi, je pense en Inde, au Taj Mahal, l'incontournable Taj Mahal, où le prix du billet est à 17 euros pour les touristes étrangers, tandis qu'un local, un Indien, paiera 3 euros. Idem pour le Machu Picchu au Pérou, ou par exemple le tout nouveau musée national de la civilisation égyptienne au Caire. On peut aussi citer le site d'Angkor Wat au Cambodge. Et côté Occident, aux États-Unis, vous avez à New York le Metropolitan Museum of Art qui applique cette politique aussi, qui fait payer plus cher les non-locaux. Et vous l'avez souligné, depuis le 1er janvier 2026, le prix d'entrée pour les parcs nationaux, c'est la décision de Donald Trump, va tripler, $250 pour les touristes internationaux. Plus proche de nous, nous avons le Palais des Doges à Venise qui applique la même politique. Et on poursuit, on va prendre l'exemple d'un autre pays, direction la Turquie, avec notre correspondante Anne Handlauer. Bonsoir Anne, comment ça se passe dans ce pays au patrimoine très riche ? Eh bien, ici, les tarifs différenciés, c'est une pratique courante et même relativement ancienne, une vingtaine d'années au bas mot. Ça ne crée pas vraiment de débat, en fait. C'est largement même soutenu par la population locale, d'autant plus ces dernières années, puisqu'il y a une hyperinflation ici qui fait que l'écart entre le pouvoir d'achat des Turcs et celui des étrangers, notamment des Européens qui viennent, n'a cessé de grandir. Alors, on entend quand même quelques critiques du côté des guides professionnels qui accompagnent ces touristes et de certains de ces
ces touristes étrangers qu'ils relaient notamment sur les réseaux sociaux. Pourquoi pas pour critiquer tant que ça ces prix différenciés, mais pour critiquer l'écart qui se creuse entre ce que doivent payer les étrangers à l'entrée des musées et ce que payent les citoyens turcs. Et ça, cet écart qui se creuse, en fait, il y a deux raisons principales. D'abord, le fait que les autorités turques, il y a quelques années, ont mis en place un système qui s'appelle le Musée-Carte, qui permet pour environ 2 € seulement, de façon illimitée, toute l'année, de visiter pour les citoyens turcs 350 musées nationaux et sites archéologiques. Et puis dans le même temps, eh bien, les tarifs pratiqués auprès des visiteurs étrangers, eux, ont explosé ces dernières années. Je vous donne quelques exemples de sites symboliques. Par exemple, si vous voulez monter en haut de la tour de Galata, symbole d'Istanbul, il en coûte une trentaine d'euros aux touristes étrangers. Pour le palais de Topkapı, le palais des sultans ottomans, c'est 55 €. Et encore, ça ne compte pas le fameux harem qui se visite séparément. Ailleurs, en dehors d'Istanbul, la cité antique d'Éphèse, sur la rive égéenne, demande 40 € aux touristes étrangers et une vingtaine d'euros en Cappadoce, là aussi un site très touristique à Göreme pour aller voir les fameuses cheminées de fées, alors que sur tous ces sites, encore une fois, les Turcs ne paient quasiment rien. Et d'ailleurs, c'est l'argument assumé qu'apportent les autorités turques quand on les interroge à ce sujet, qui explique que oui, les touristes étrangers payent cher, très cher, de plus en plus cher, mais que c'est grâce à ça que les citoyens turcs, eux, peuvent profiter quasiment gratuitement des merveilles de leur pays. Merci beaucoup Anne Andlauer pour TV5 Monde en direct. C'est intéressant parce que là on a les deux dimensions. On a la question de l'accessibilité pour les locaux qui ont un revenu moindre que ceux qui viennent visiter, et puis la question, je parle sous votre contrôle peut-être, d'un nationalisme. Alors en fait, là, ça dépend comment on dit les choses. C'est pas en Turquie ou dans tous ces pays qui sont, comme disait Jean-Michel Tobelem, en développement, sans vexer personne, c'est pas que les étrangers payent plus cher, c'est que les locaux payent moins cher. C'est très différent. Parce qu'en fait, les objets, les artefacts, les œuvres d'art, les sites que vous visitez sont des sites mondiaux et ils sont au prix mondial. Au prix qu'on peut payer. Ils sont très demandés, tout le monde veut y aller. Donc, en fait, les locaux, eux, c'est des sociétés qui sont plus pauvres, enfin, ou avec des strates sociales pauvres, elles ne peuvent pas. Donc, en fait, l'État, localement, met en place une sorte de sécurité sociale culturelle qui finance comme il veut. Et il se trouve que les rentrées d'argent de la billetterie, plus d'autres choses, éventuellement des budgets locaux, sont allouées pour subventionner le prix d'entrée des locaux. Et en termes de parité de pouvoir d'achat, quand on disait 3 €, 15 €, ça se trouve, ça revient au même pour un Péruvien de payer 3 € ou pour un Indien de payer 3 €. Alors, voilà, donc, alors, vous me dites juste, je vais être un peu dur, oui ou non, Jean-Michel Tobelem, on est pris par le temps. Vous êtes d'accord avec la politique de la Turquie ou vous restez sur votre ligne? Pour vous, c'est comparaison et raison? Non, mais je confirme ce que j'ai dit précédemment, c'est-à-dire que la France applique une politique qui est appliquée par aucun pays développés dans le monde, et les exemples du Met ou de Venise ne s'appliquent qu'à des visiteurs locaux, et il n'y a pas de la Turquie n'est pas forcément un pays en développement à l'égard des visiteurs étrangers. Il n'y a pas de discrimination à l'égard des visiteurs étrangers versus les nationaux. Il y a juste une exception pour les locaux, et le Met n'est pas un musée national. Le Louvre est un musée national. C'est très différent. Et le Met fait le même prix pour tous les étrangers. Eh bien, voilà. Donc là encore, il n'y a pas de différence. Vous nous avez donné en tout cas beaucoup de clés de compréhension. Merci beaucoup Patrick Poncet et Jean-Michel Tobelem. Merci Pascal Achard du service culture de TV5 Monde.